rendez-vous qui est devenu incontournable des inattendus. Il traverse tout le programme, mais il traverse aussi toutes les éditions depuis vraiment le début. C'est vraiment un thème qui est adopté comme quasiment un fil rouge. Ça fait partie, disons, de l'ADN du Festival des Inattendus. Alors, on a cette année vraiment le très très grand plaisir d'accueillir Cynthia Fleury, qui est philosophe et psychanalyste, professeure à l'Université américaine de Paris, qui a froid, parce qu'elle revient du Vietnam. Elle est auteure de nombreux ouvrages, et comment elle a placé ses pas, je dirais quelque part dans celui de Henri Corbin aussi, qui est le grand spécialiste de l'islam iranien et de la gnose chiite. Et elle nous invite quelque part à une relation nouvelle, à redécouvrir un peu le dialogue entre l'Orient et l'Occident de manière totalement inattendue. Son livre, d'ailleurs, Dialoguer avec l'Orient, aurait pu être très, très bien commandé par les inattendus, car il répond parfaitement à toutes nos préoccupations, à tous nos soucis. Et elle va nous replonger, vous allez voir, de façon vraiment, vraiment inattendue, aux côtés des néoplatoniciens de Perse et de Florence au XIIe et XVe siècle. Et puis, fidèle aussi à notre démarche qui, depuis le début, ça fait aussi vraiment partie, ça, vraiment de l'ADN, en tout cas des inattendus, c'est nous voulons mettre en résonance, eh bien, à la fois une réflexion philosophique et des séquences musicales, et c'est ainsi que nous aurons un dialogue musical qui va pouvoir venir rythmer la réflexion de ce matin. Et nous accueillons Grégoire Tirsiot, qui est parmi nous ici, qui est saxophoniste, qui est un des complices depuis le début des inattendus, parce que c'est un des personnes qui a joué un des rôles phares dans la magnifique aventure d'Almanara, dont vous pourrez trouver d'ailleurs des séquences également dans les photos qui se trouvent sur les pages. Cette matinée ne nous servira pas seulement à nous de référence, parce qu'elle m'a montré hier avec beaucoup de fierté, et elle a 1 milliard de raisons d'être fière. Ce livre va être édité en arabe, je crois, dans les... C'est la fin du courage qui vient d'être édité en arabe, là, il y a 2 jours. Donc oui, je suis extrêmement fière. Tout à fait. Et donc, je vais tout de suite vous poser la première question, qui d'ailleurs est posée dans les premières lignes du livre. Vous faites en fait un constat qui est quand même très dur, en tout cas, sur ce monde qui est divisé. À la limite, vous dites de l'irréconciliation avec l'Orient arabo-musulman, et s'ouvre donc sur cette question, c'est pourquoi dialoguer avec l'Orient, quel dialogue et comment dialoguer dans ce contexte, et pour reprendre vos mots, sinistré des relations actuelles entre l'Orient et l'Occident. C'est vrai que vous avez tout à l'heure parlé d'Henri Corbin, et quand j'ai découvert ce philologue, philosophe et grand poète aussi d'une certaine manière, Henri Corbin était le maître de ce qu'on pourrait appeler mon maître, c'est-à-dire Christian Jambet, puisque Christian Jambet était mon professeur en Cagne, et Jambet était vraiment un des grands héritiers de cet islamologue qui est Henri Corbin. Et aujourd'hui encore, Christian Jambet tient, je crois, la chaire de l'islam chiite à l'EPHE, donc en Sorbonne, là où a officié longtemps Henri Corbin. Et ce qui était très passionnant avec Henri Corbin, c'était cette approche d'une érudition immense sur ce qu'est l'Orient, historiquement aussi, mais une approche métaphysique. Une approche qui n'aborde pas l'Orient par la question géographique, ni même géopolitique, mais par la question métaphysique, et de se dire qu'est-ce que c'est l'Orient, métaphysiquement parlant, qu'est-ce que c'est l'Occident, métaphysiquement parlant, et comment Orient et Occident traversent, bien évidemment le monde, mais traversent l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, dans les pas de l'ismaélisme, ou dans les pas de la philosophie de l'Ishraq avec Sohrawardi ou Rouzbéhan, etc., il a essayé de montrer une voie vers l'universel, ce qui, moi, véritablement, et je pense en dernière instance, le grand objet de mon travail, c'est de montrer que les voies de l'universel, elles sont précisément universelles. Que ça paraît une tautologie, mais c'en est pas une, et que quand on parle de la lumière mohammadienne, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, lumière mohammadienne? Ben non, on parle d'un universel absolu,
de quelque chose qui n'est absolument pas détenu exclusivement par l'islam. L'islam amène à cette lumière mohammadienne, mais vous pouvez passer par quantité d'autres voies pour comprendre qu'est-ce que l'on veut signifier par là. Et mon travail a été précisément d'essayer de constituer un outil qui s'appelle l'esprit de la Renaissance, parce que moi je suis issue de ce territoire-là, je veux dire par là que j'ai fait ma thèse sur les foyers du platonisme, 3 grands foyers, le foyer perse, donc autour de Sohrawardi, le foyer ficínien, avec donc Marcille Ficin, et qu'on connaît plus souvent, parce que c'est le grand foyer du Quattrocento, et puis le foyer des platoniciens de Cambridge, qui est encore un autre foyer. Et mon travail, c'était de montrer que dans 3 moments différents de l'histoire, de la civilisation, etc., mais qui travaillaient avec un fil commun, à savoir même 2 fils communs, à savoir le zoroastrisme et puis le platonicisme, et en l'occurrence même le néo-platonisme. Donc le platonisme et, et Zoroastre, mais à chaque fois avec un tiers différent, à savoir une religion qui n'était pas la même. Et pourtant, dans ces 3 grands foyers, à différents siècles, il y avait bien évidemment ce même cheminement vers l'universel, la même question de qu'est-ce que la divinité, quelle est la relation entre la révélation et la théophanie, alors que ça n'a strictement rien à voir, et comment on construit un sujet, alors que bien évidemment il n'y a pas de théorie de l'individualisme, ça n'a rien à voir, et pourtant il y a un sujet. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Qu'est-ce que c'est que ce sujet qui est en connivence totale avec le divin? Qu'est-ce que c'est que cette séparation entre la raison et la révélation, etc. etc. Et donc moi, j'arrive de ce territoire de la métaphysique, et il me paraît être précisément le lieu du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et au moment où je travaille sur ces thématiques, on est donc en 96, il y a au même moment un autre texte qui vient taper du poing sur la table et qui est issu d'un paper scientifique bien connu qui s'appelle The Clash of Civilization, donc le choc des civilisations d'Huntington, et qui dit exactement le contraire de ce que j'expérimente métaphysiquement parlant, c'est-à-dire une connivence totale en fait, une même histoire de l'humanité. Et Huntington dit non, il y a absolument un irréconciliable, demain, et il a raison, demain les chocs et les conflits culturels vont l'emporter encore plus, ou sont la poursuite des chocs et des conflits religieux ou des conflits géopolitiques, etc. Mais cette nouvelle grande étape sera encore plus ces conflits de culture. Et Huntington explique par ailleurs que la notion même de civilisation est en train de se réduire. Il y a un réductionnisme de la notion de civilisation au travers de celle de culture, et que pourtant, malgré ce réductionnisme, il y a des blocs quasi hermétiques. Alors, il en dessine 8, mais c'est vrai qu'on retient plus spécifiquement ce bloc de Orient-Occident. Et la géopolitique lui donne, entre guillemets, à l'instant T, raison. C'est pas de... Donc il y a toute une première partie plus géopolitique qui renvoie à cet état des faits et qui explique aussi pourquoi. Et puis, moi j'ai voulu mettre en place un autre territoire qui est un territoire bien évidemment possible de réconciliation, et ce territoire c'est celui de la pensée, c'est celui de la métaphysique, c'est celui de l'éducation, c'est celui de la transmission, parce que je me sens autant l'héritière, entre guillemets, l'enfant, je veux dire, l'enfant de Hugo que de Rousbehan. Quand j'ai lu et découvert Rousbehan, je me suis sentie chez moi. Quand j'ai découvert la théorie de l'ennuagement, je me suis dit, bon, welcome home. Je connais, je sais ce que c'est. Donc, je le dis un peu de façon caricaturale, rapide, mais pour expliquer véritablement cette connivence intégrale, humaine de l'universel. Et pour la petite histoire, donc on est en 96-98, je fais ma thèse, et puis en 2001, bien évidemment, les tours vont tomber, donc on a une espèce
de fracas qui vient signer là le choc Orient-Occident d'une certaine manière. Et Dialoguer avec l'Orient est sorti en 2003, donc ça fait quasiment 15 ans. Il a été réédité cette année par les éditions CNRS. Donc 15 ans, et c'est vrai que à ce moment-là, c'était pas simplement le dialogue avec l'Orient, c'était aussi une manière d'entrer dans la mondialisation qui se posait là. Et donc, une des thèses défendues par Dialoguer avec l'Orient, c'est précisément de dire, voilà, pour mieux comprendre, ou en tout cas pour essayer de rendre la plus opérationnelle possible cette mondialisation, au sens où elle doit faire advenir en nous une civilisation nouvelle, quelque chose qui est plus grand que nous. Donc c'est d'abord ça, c'est un espace-temps pour faire advenir une émergence qui n'existait pas avant elle. J'ai proposé un outil qui était d'ailleurs dessiné par d'autres, à savoir les schèmes de la Renaissance, c'est-à-dire de dire, pour mieux appréhender cette période qui s'ouvre devant nous et qui est celle de la mondialisation, au lieu de s'en référer aux schèmes et aux concepts des Lumières. Les Lumières, c'est quoi? C'est une forme de une vérité chasse l'autre, c'est une forme de hiérarchisation des vérités, c'est un État-nation absolument tonitruant qui va venir grandir, etc. Enfin bref, vous avez tout un système, c'est une science qui à un moment donné dit à la révélation d'aller se terrer quelque part. J'ai dit, moi je vais prendre un autre chemin, je vais proposer ce territoire d'où je viens, à savoir celui de la Renaissance, et je vais vous parler des schèmes de la Renaissance pour mieux comprendre la mondialisation. Parce que dans les schèmes de la Renaissance, alchimie et mathématiques fonctionnent ensemble. Parce que dans les schèmes de la Renaissance, une cité-État a autant de pouvoir qu'un État-nation. De toute façon, ça n'existe pas un État-nation. Donc c'est plus simple. Et une cité-État, c'est quelque chose qui existe. Et nous allons aller vers ces villes-mondes qui seront demain aussi des cités-États et qui, bien évidemment, ne viendront pas détruire en même temps l'État-nation, même s'il est dans une fragilisation forte. C'est un univers où la révélation et la religion, la révélation et la raison travaillent de concert, en tout cas peuvent travailler de concert, tout en s'opposant. C'est Nicolas de Cuse, c'est la coïncidence des opposés, etc. etc. Donc cet univers rhizonique de contradiction, de complexité, et qui pourtant est un univers de conquête de la vérité, je pense, nous dit quelque chose de passionnant sur le territoire qui est celui qui est le nôtre aujourd'hui. Vous nous invitez donc... Effectivement, à un moment donné, essaye de montrer, in concreto, d'organiser une immense disputation, comme on fait aujourd'hui, sauf que encore plus immense, 900 thèses, 900 controverses à débattre, qui renvoient à l'intelligence du monde, comme dirait Hugo, le patrimoine des intelligences. Et c'est Aristote, c'est des thèses mathématiques, logiques, des aphorismes plus poétiques, enfin bref, c'est tout ce que pense l'humanité à un instant T, mais en termes de disputation. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est ça d'abord, la vérité de Pic, c'est d'abord de dire... C'est un rendez-vous de la liberté de penser, c'est un rendez-vous de la critique, de la crisis, au sens véritablement kantien du terme. D'ailleurs, c'est là où les Lumières s'inventent, d'une certaine façon. Possibilité de penser de façon la plus critique, la plus libre possible, quelque chose. Bon, ça c'est ce qu'il organise. Enfin, ça termine très mal, hein. Donc je veux dire par là que, déjà, à l'époque, c'est bien évidemment un acte insensé en termes politiques. C'est un acte métaphysique et réellement politique, au sens où il cherche à faire advenir un nouvel état de la pensée et un nouvel état du monde. Et bien évidemment, ça termine par une bulle, ça termine par une inquisition qui ne dit pas son nom, et ça termine par le fait qu'il sera pourchassé, banni, traité d'hérétique, enfin bref, ce qui est la voie classique des renaissants. Sohrawardi, on en a parlé tout à l'heure, ça termine aussi très très mal dans la citadelle d'Alep. Giordano Bruno, on en parle aussi dans le livre, lui c'est plus direct, ça brûle. Donc
voilà, c'est ce qui montre, et dans mes livres j'ai essayé aussi de le dire, que ce soit dans Precium Doloris, que ce soit dans La fin du courage, à quel point la pensée, la vraie pensée est un risque. Et qu'il ne faut pas craindre ça, parce que c'est ce qui fait que précisément la pensée est une théorie de l'action. Sinon, elle est dissociée de l'action et de la transformation du monde. Donc, oui, aujourd'hui, ça serait fantastique. Aujourd'hui, on a les moyens de faire ça. Je veux dire par là, d'éventuellement de rester en vie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que d'abord parce qu'il y a un territoire qui est aussi celui de la virtualité, qui permettrait d'organiser cette controverse avec l'Internet. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, elle s'organise, mais pas de façon unifiée, pas de façon la plus productive possible. Elle pourrait. Sans parler du fait qu'on pourrait se réunir quelque part, aller chercher les grands esprits de ce temps, et on le fait. Quand on fait des colloques, on fait des mini, comme ça, espaces parésiastiques, comme disait Foucault, c'est-à-dire des petits espaces où on essaye de s'approcher de l'universel, de la vérité, sans que cela termine dans un bain de sang. Et c'est le travail des intellectuels, bien évidemment de tout le monde, mais notamment des professeurs, etc., des penseurs, des écrivains, de créer ce lieu où nous pouvons faire advenir le réel de demain. Donc oui, moi j'ai pas comment dire, abandonné du tout le fait, cet idéal mirandolien, et qui sait, peut-être que même il sera féminin, puisque la dernière nouvelle, enfin, paraît-il, hein, mais je crois être une jeune femme, enfin une femme maintenant, parce que c'est fini ces histoires, mais voilà. Donc non, c'est vrai que c'est un idéal de faire ce lieu où l'on peut penser librement jusqu'au bout, ce que Habermas a pu appeler l'éthique de la discussion. C'est pas des choses, comment dire, superfétatoires pour moi. Ce sont je crois véritablement que ce que nous inventons au travers de la démocratie, et je préfère la notion d'état de droit, mais c'est cette vérité que, voilà, c'est une logocratie quand même. C'est-à-dire que nous tentons d'inventer par la parole, par la pensée, un régime. C'est ça l'état de droit, c'est simplement ça. Et ça, oui, je trouve que c'est un idéal qui peut nous occuper jusqu'à quand même un petit moment, oui. Voilà. On va... que le choc des civilisations, c'est une intrigue internationale. Et puis, une autre phrase qui m'a tout à fait dans la lignée de ce que Édouard Saïd développait, c'était de dire que la civilisation, ça n'était pas l'absence de barbarie, mais dans le fond, le talent ou la capacité d'assigner l'autre à résidence barbare. Oui, alors sur l'intrigue internationale, il suffit tout simplement de regarder l'histoire du monde. Mais quand vous regardez juste 1948, la déclaration de Vienne, donc la création de l'ONU, vous allez avoir depuis 1948, l'histoire est la suivante, c'est-à-dire que on déclare l'universalité des droits, on déclare souvent ce qu'on oublie, l'indivisibilité de ces droits, ce qui est sans doute tout aussi important, voire plus important encore que l'universalité, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas un droit pour l'opposer à un autre. C'est pas la liberté ou l'égalité. C'est la liberté et l'égalité, ce qui est extrêmement compliqué. Donc, universalité des droits, indivisibilité des droits, d'une certaine manière, non-régressivité des droits, même si c'est pas dans les textes. Mais on ne revient pas normalement en deçà du socle onusien. Et puis, dernier point, souveraineté des États. Bon. Donc la chose s'arrête. Et en même temps, coïncidence des opposés,
bien sûr, souveraineté des États, et en même temps de considérer que les droits de l'homme ne relèvent pas de la compétence exclusive des États. Et en même temps, souveraineté des États. C'est-à-dire qu'on part pour un long chemin impossible. C'est pour ça qu'il faut être philosophe, parce que de fait, c'est aporétique. Pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce que 48, c'est ça, et les pactes, c'est 1966, et les pactes vont faire exactement le contraire de ce qui a été annoncé en 48, c'est-à-dire indivisibilité des droits. 1966, les deux pactes, pouf, c'est-à-dire qu'on fait de la divisibilité des droits. D'un côté, il y aura les droits politiques, civiques, etc., de l'autre, les culturels, le ceci, le cela. Donc déjà, l'ONU elle-même ne tient pas ses propres promesses. 68, on retourne avec la conférence de Téhéran, on retourne à l'universalité des États, etc. 93, et c'est ça qui est vérité. C'est pour ça que je dis c'est une intrigue internationale classique, quoi. 93, vous avez la déclaration de Bangkok. Qu'est-ce que dit la déclaration de Bangkok? Elle dit, écoutez, je fais une interprétation personnelle, hein, mais bon, quand même. C'est très charmant cette histoire de l'universalité des droits, mais ce qui existe, c'est les particularismes nationaux, les particularismes régionaux, la contextualisation. Oui, l'universel, mais contextualisation, historisation, espace-temps, ici et maintenant, etc., etc. Déclaration de Bangkok qui est portée par toute une série de pays, entre guillemets, de l'Orient, et pas simplement, enfin l'Orient d'abord asiatique en l'occurrence. Déclaration de Vienne qui reprend Vienne, dit oui, bien sûr, les particularismes régionaux, bien sûr la contextualisation, bien sûr la religion, le social, mais les droits de l'homme sont universels. Donc en gros, on n'arrête pas de faire ça à l'intérieur de l'Assemblée onusienne, de sans cesse se renvoyer à la face. Ça existe l'universel ou ça n'existe pas? Est-ce que l'universel est un alibi pour défendre une culture dominante? Ou est-ce que ça existe l'universel? Donc ça organise notre monde. Et tant que cette disputatio est possible, d'une certaine manière, ça me va, parce que bien évidemment que très souvent l'universel n'est que le masque d'une culture dominante, bien évidemment, que l'universel, le plus souvent, notre universel commun aujourd'hui, c'est pas Rousbéane. Rousbéane n'est pas enseigné dans toutes les classes de ce monde, ou Hugo, non. Ce qui est vécu, c'est une uniformisation, c'est le Starbucks local, bon, comme universel, c'est un peu pauvre. C'est de l'américanisation à l'instant T, puis demain ça sera autre chose, ça sera Alibaba chinois ou que sais-je, c'est-à-dire tout sauf de l'universel. Bon, donc c'est une grande intrigue, c'est un grand théâtre, mais ça ne raconte strictement rien de l'universel. Et ce qui raconte l'universel, c'est encore une fois ce travail à l'intérieur de chacun d'entre nous, quand nous faisons cette itinérance d'Orient en Occident, voilà, et qui essaye de faire advenir, sans dogmatisme, ce qui est compliqué, dans un univers d'incertitude, quand même une tentative de dire quelque chose que l'on croit vrai et de tenter de le partager. Et ça s'arrête là. Et quand on fait ce geste-là, ça s'appelle tout simplement penser, et c'est ce que fait Saïd. Saïd l'explique quand il s'oppose à Huntington, il lui dit c'est pas le choc des civilisations, c'est le choc de l'ignorance. Et la première ignorance de Huntington, c'est que vous essentialisez une culture, vous assignez à résidence une identité, alors que précisément être un être humain ou être une culture, c'est précisément une traversée des frontières déjà établies. C'est un processus d'œuvre, c'est-à-dire c'est un processus d'emprunt, d'invention, de désaffiliation, d'appartenance nouvelle, et que c'est ça la culture, ce n'est pas la tradition. La tradition, ça existe bien sûr, mais c'est un point, un point. Alors que la culture est un mouvement, est un partage, est un travail d'hospitalité, et c'est un travail très très compliqué.
très très compliqué, mais qui est tout le contraire d'une identité à résidence, comme Amartya Sen plus tard a appelé la captivité de l'identité. C'est-à-dire quand on fixe, quand on polarise son identité, et très souvent sur quoi? Sur l'ethnie ou la religion, on assigne sa propre identité à un territoire de prison. Donc c'est ça n'arrête. Et on fait ce que d'autres peuvent appeler de l'identitaire, etc. Donc la culture, c'est ce process de disparition d'une certaine manière de soi, mais de disparition de soi pour précisément tenter de trouver quelque chose de profondément et singulier et commun. Alors, ce sont des va-et-vient, hein, mais le premier geste critique de Saïd, c'est de dire pas d'essentialisation. Toi, Huntington, qui nous dit l'Occident c'est cela, l'islam c'est cela, d'une certaine manière à jamais, tu n'y connais strictement rien. Et c'est ce que j'ai, pour ma part, dans mon petit travail des foyers du platonisme, découvert. C'est-à-dire que, par exemple, prenons Sohrawardi est présenté par beaucoup presque quasiment comme un prophète, enfin comme une parole qui est une parole prophétique. Et de toute façon, la réflexion de Sohrawardi est une réflexion autour du prophète, en l'occurrence Mohammed. Mais bien évidemment que c'est une réflexion philosophique. Or, c'est de la prophétologie. Mais c'est un chemin qui est totalement compatible avec ce que peut nous enseigner par ailleurs un Nicolas de Cuse ou même un Kant. Alors que bien évidemment, vous n'avez absolument pas une conception du sujet qui est au même endroit. Et pourtant, tous ceux qui ont fait cette expérience jungienne du sujet savent, mais que bien évidemment, quand vous lisez Sohrawardi, vous faites une immense expérience du sujet. Et d'ailleurs, si on l'a zigouillé, entre guillemets, c'est bien évidemment, c'est la preuve, hélas, terrible, de la radicalité de cette expérience d'une singularité, mais qui passait par un travail analytique autour du dire prophétique, alors que chez Kant, c'est l'opus sur les Lumières, et le premier geste kantien, c'est, comment dire, sortir de l'état de minorité. Bon. Mais bien évidemment, c'est ose penser par toi-même, etc., ce que fait Sohrawardi. Il tente cela. Alors, vous êtes impliqué, évidemment, pour... Donc, bon... non, c'est vrai que je suis toujours très heurtée par le choix des mots pour définir telle action, etc. Par exemple, de parler de radicalisation. C'est un terme immense, la radicalisation, c'est un terme magnifique. D'être radical, ça renvoie étymologiquement à des choses qui, bien évidemment, ne sont pas du tout celles que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune radicalisation dans l'aliénation grotesque, barbare, bien évidemment dangereuse, mais qui est du domaine de l'insignifiance totale, alors que la radicalisation renvoie à un process critique très 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 fort. Donc d'aller se parer comme ça de choses splendides, c'est toujours les mêmes entreprises de falsification. Donc toute idéologie mortifère utilise toujours la falsification du langage pour venir se légitimer. Mais que l'idéologie le fasse, c'est une chose, mais que ceux qui sont en face y souscrivent, c'est une autre chose. Donc la radicalisation, par exemple, le djihadisme, le djihad, c'est une notion immense. Même si vous la reprenez dans son étymologie de base, djihad et l'ijtihad, c'est la même racine. Et l'ijtihad, souvent on dit les portes de l'ijtihad se sont fermées, blablabla, etc. Bon. L'ijtihad, c'est l'interprétation, c'est le travail critique d'une certaine manière, l'herméneutique. Le djihad, c'est le combat, mais le premier combat, il est à l'intérieur de soi. La vérité du djihad, c'est ce qu'on appelle le grand djihad, c'est le combat intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, de faire ce travail critique, de se séparer de la part ténébreuse. Et cette part ténébreuse, elle varie.
suivant Orient, Occident, etc. Donc c'est ça. Donc quand j'ai dit je suis djihadiste, moi je suis djihadiste, pas je sais pas comment appeler ça, la clique de barbares minables. Bon, rien à voir. Donc, et bien sûr, alors ça ne veut pas du tout dire, si vous voulez, que dans le Coran, il n'y a pas de manière littérale des paroles qui sont à prendre littéralement de façon dramatique, comme je pense grande partie des textes religieux. Et puis à côté de ça, vous avez la sourate de la lumière, etc. etc. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu à un moment donné, c'est de ne quand même pas totalement dénaturer un certain type de notions et de ne pas perdre déjà cette bataille des notions. Donc il y a une conception intégriste, dramatique de ce qu'est le djihad, en transformant d'ailleurs le djihad défensif en djihad offensif. Et puis il y a une immense interprétation aussi possible de ce qu'est la vérité du djihad, que les soufis connaissent très très bien, qu'une partie de l'islam chiite connaît également très très bien, que Sohrawardi connaissait, que Rosbehan connaissait, et qui, voilà, donc dans cet effort de contextualisation, je me sens personnellement plus djihadiste que eux. C'était simplement ça, ce que j'avais dû vouloir dire à ce moment-là. Mais dans n'en doutez pas. Voilà. Mais dans le texte de Dialogue avec l'Orient, j'ai repris différents thèmes. Alors, j'ai pris toute une série de notions pour montrer par où s'opère la falsification, par où s'opère la supercherie, et comment, à un moment donné, voilà, on va transformer petit à petit, on va réduire, on va faussement essentialiser une notion pour, en fait, en empêcher la portée d'ambivalence, de controverse, de critique, etc. Et ça, c'est la base des idéologies intégristes. C'est des premières opérations, voler le langage. Voler le langage pour voler la pensée, pour voler l'alternative. Toujours, toujours. C'est la base, parce que l'homo sapiens, c'est homo loquens. Donc la première chose pour empêcher cet être d'agir, c'est de lui voler sa pensée. Et c'est ce qu'on voit aussi dans un tout autre texte comme 1984 d'Orwell, qui raconte parfaitement ça. Comment, avec tout ce travail ministériel autour de la novlangue, où une chose vient nommer son contraire, le ministère de l'amour qui s'occupe de l'ordre, le ministère de la paix qui s'occupe bien évidemment de la guerre, enfin bref, toute cette volonté comme ça de détruire le langage. C'est pour ça que l'action intellectuelle n'est pas du tout une action superfétatoire, c'est une action qui est sur le nodal, quoi, le nodal de la vie, qui est d'abord de défendre le langage dans sa liberté. Et donc c'était pour ça que je faisais ce petit laïus sur le djihad. Voilà. C'est effectivement la question de l'orientation, au sens où on a une boussole. Hein. C'est le terme de boussole, d'ailleurs, vous le trouvez chez Kant. C'est quand on essaye de penser la finalité de quelque chose, et on construit une action. Et puis l'Orient, c'est bien sûr ce qui se lève, ce qui commence, ce qui est inaugural. Jean Kelevitch disait le seuil inaugural de la décision. Donc voilà, l'Orient, c'est une manière d'ouvrir le réel. En tout cas, de rappeler que, encore une fois, le réel, comme Rilke a pu le définir, il l'a défini comme l'ouvert. Hein, l'ouvert, c'est-à-dire la puissance, encore une fois, d'émergence, ce que l'on ne peut pas à l'instant T encore synthétiser, ce qui dépasse. Et donc c'est ça le réel, et c'est pas se tromper entre le réel et la réalité sociale, le théâtre dans lequel nous sommes tous les jours, le théâtre de l'aliénation sociale, mais de se rappeler que le réel est une puissance d'invention
et précisément ce qui advient quand notre sujet, c'est ce que dit d'ailleurs la théorie imaginale chez Corbin, c'est-à-dire quand notre sujet est au monde, hein, quand l'âme a lieu. C'est vous qui partez vers le soleil, là ou... C'est plus compliqué, hein, de discuter avec vous si... Elles ont pratico-pratique. D'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est... Vous cherchez tous la lumière, hein, mais il n'y a pas de problème. c'est une question extrêmement pratique. Donc, on parlait donc de réel, voilà. Donc, voilà. Le réel revient. Donc ça, c'était la réalité sociale. Et en fait, le réel, c'est précisément le fait que, malgré votre absence, je peux quand même discuter avec vous. Vous voyez, le réel, c'est ça. Voilà bien, la réalité, le réel et la réalité, c'est justement que le temps passe extrêmement vite, qu'il y a un spectacle prévu à 11h45. C'est une des remarques qu'on nous fait souvent aux Inattendus, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de spectacles et finalement, il faut aussi respecter les gens qui ont prévu de se rendre à une autre manifestation. Et donc, on est obligé un petit peu d'arrêter un petit peu plus vite. Enfin, je crois que les échanges ont été extrêmement intéressants. De toute façon, si on veut éviter en même temps que tout le monde soit malade, je pense qu'il faut arrêter. Voilà, il y a aussi, tout à fait, voilà. Il y aura des aspirines à la sortie. Moi déjà, j'ai abandonné l'idée de rester en bonne santé, mais c'est pas obligatoire pour nos amis quand même. Voilà, mais c'est pas la raison officielle en tout cas, celle-là. Et donc, je voudrais peut-être demander à Grégoire de terminer avec un dernier